Bonjour tout le monde. Donc moi je m'appelle Julien Michel, je suis Technical Sales Lead sur les bases open source chez Microsoft. Donc aujourd'hui je vais être là pour vous parler donc de Postgre bien sûr. Est-ce que c'est la solution idéale pour développer vos applications, mais surtout les nouveaux types d'applications. Parce qu'aujourd'hui on est dans un monde bien sûr innovant, mais qui innove de plus en plus rapidement. Et avec des besoins, finalement, on a pu s'en rendre compte durant les dernières années. Les habitudes changent et donc forcément, les entreprises aujourd'hui ont besoin de faire évoluer leurs applications, les besoins de leurs applications en fonction des nouveaux besoins des clients, forcément. Et donc, il y a un nouveau type d'application, une nouvelle terminologie, on va dire, d'application, qu'on a appelé aujourd'hui les applications cloud native. Qu'est-ce que, globalement, une application cloud native ? Si on résume, ça va être une application qui est nativement designée pour fonctionner sur des environnements cloud, donc cloud public, cloud privé, et qui va être là aussi pour tirer parti finalement de l'ensemble des fonctionnalités qui sont mises à disposition sur ces différents cloud providers. Donc ces fonctionnalités, ça peut être utiliser des services d'intelligence artificielle, ça peut être utiliser de la recherche, mais aussi, surtout, bénéficier des avantages de ces différentes plateformes en termes de disponibilité, de scalabilité et autres. Donc si on définit un peu plus précisément finalement les applications cloud natives, ça va être globalement une application qu'on va packager avec ses dépendances et qu'on va packager dans des conteneurs et qu'on va déployer ensuite en microservices ou en fonction, en serverless. Donc on va retrouver différentes terminologies, donc ça va être les microservices, ça va être les containers sur Azure, typiquement avec du AKS. Kubernetes. Ça va être l'intégration avec, puisque c'est des applications qui vont souvent soit consommer, soit exposer des API, donc des intégrations avec de l'API management. Et puis surtout, ça va être aussi toute une gestion du processus de développement avec des outils DevOps qui va permettre d'automatiser et de gérer les processus de développement et tout le tooling qui va à côté pour gérer son versionning. Donc tout ça, c'est ce qui va définir globalement nos applications cloud natives qui sont aujourd'hui censées être des applications évolutives. Et en fait, elles sont là aussi, en tout cas cette terminologie est là aussi pour répondre finalement aux défis, aux nouveaux défis auxquels doivent faire face les développeurs, qui sont des défis donc en termes principalement d'agilité, puisque les applications doivent évoluer en fonction du besoin finalement des clients. Donc aujourd'hui, ça peut commencer avec une petite application, et puis d'un coup, ça va se mondialiser, donc ça va devenir plus gros, et il faut que l'application derrière, donc l'application, mais également toute la stack qui est derrière, puisse évoluer avec ce besoin d'agilité. Ça va être tout ce qui est la disponibilité de la plateforme, la résilience de la plateforme. Donc en gros, il faut que ce soit des plateformes qui soient tout le temps disponibles, ou en tout cas le plus possible, et qui puissent évoluer en termes de scalabilité avec le besoin. Et tout ce qui est également intégration avec la sécurité. Puisqu'aujourd'hui, on fait face de plus en plus à des problématiques en termes d'intrusion, de tentatives d'intrusion dans les systèmes d'information. Et donc, on a besoin d'avoir des applications qui vont aussi tirer parti d'une plateforme qui est déjà sécurisée, qui va mettre à disposition un ensemble d'outils et pouvoir garantir l'intégrité de vos données de bout en bout, avec différents systèmes, que ce soit du chiffrement, des firewalls ou autres. Donc si on parle maintenant d'un point aussi par rapport à ces applications, c'est vrai qu'on se rend compte que les entreprises utilisent de plus en plus des solutions open source, que ce soit pour la partie applicative ou pour la partie base de données. Et dans les solutions open source de base de données, sur le marché, finalement, on a deux gros acteurs qui sont PostgreSQL et MariaDB. Et MySQL, pardon. MySQL étant la base de données la plus utilisée aujourd'hui par les développeurs, notamment du fait de son intégration avec différents ISV ou différents outils de CMS typiquement. Mais finalement, Postgre fait partie des solutions qui sont les plus désirées par les développeurs, parce que Postgre est une solution qui est extensible avec différents systèmes de plugins, qui peut gérer différents types de données, et aussi parce qu'aujourd'hui, les clients qui décident, donc c'est un des autres topics ou un des autres sujets qu'on va rapidement adresser après, les clients aujourd'hui qui veulent bouger d'Oracle, parce qu'il y en a de plus en plus, mine de rien, pour différentes raisons. Il y a différents drivers qui vont les pousser à faire cette migration.
un des drivers principaux, ça va être quand même la réduction de coûts. Et donc le fait de vouloir réduire les coûts veut dire plutôt aller vers de l'open source. Et la solution de prédilection dans l'open source pour une migration Oracle, ça reste PostgreSQL, parce que c'est la solution qui est la plus proche d'équipement parlant d'Oracle, et c'est la solution vers laquelle la migration en fait, d'une base d'Oracle est la moins pénible, on va dire. Donc Postgre reste quand même dans le top finalement des bases de données qui sont les plus utilisées. Et donc sur Azure, on va avoir à disposition, dans le monde open source, tout un ensemble d'éléments, tout un ensemble de frameworks, de solutions. Donc typiquement, les machines virtuelles sur système d'exploitation Linux, qui représentent aujourd'hui probablement la plus grosse partie des machines virtuelles sur Azure. On va avoir des frameworks de développement, différents types de frameworks. Donc Java aujourd'hui est sûrement un des premiers frameworks qui est utilisé, mais PHP est également très utilisé. Et puis tout un ensemble également de bases de données managées. Donc on a vu Postgre, MySQL est un autre service managé, on a également MariaDB qui est un service managé, et des solutions plus NoSQL avec du Cassandra, on a du Redis. Donc tout un ensemble vraiment de bases de données qui peuvent répondre à différents besoins et qui sont là pour simplifier la vie finalement de nos clients en mettant à disposition des services qu'ils n'ont pas à gérer par eux-mêmes. Tout ça va bien sûr s'appuyer sur ensuite tout un socle de sécurité. Et donc quel va être l'intérêt finalement d'avoir de l'open source sur un cloud provider et notamment sur Azure? Je ne vais pas vous dire qu'Azure c'est le seul à fournir ce type de capacité ou de caractéristiques, mais en tout cas c'est un des cloud providers qui est le plus reconnu, notamment pour la partie sécurité. Donc tout ce socle, tout ce layer de sécurité qui est certifié et utilisé par un grand nombre d'entreprises, toute la partie scalabilité, puisque l'intérêt finalement d'aller sur un cloud provider aujourd'hui, c'est de se dire j'ai une flexibilité dans l'utilisation de mes ressources. Donc je ne suis pas contraint par des machines physiques que j'ai achetées, que j'ai dans mes propres data centers, avec certaines caractéristiques. Sur le cloud, je peux facilement instancier des machines virtuelles ou des services et faire évoluer finalement les caractéristiques de ces services en fonction de mes besoins, à la hausse ou à la baisse bien sûr. Toute la partie facilité de configuration, donc on a le portail qui est à disposition, la capacité d'intégrer avec les outils de DevOps, avec le scripting, tout ça fait en sorte qu'on puisse facilement automatiser les déploiements de nouvelles instances et configurer ces nouvelles instances. Et puis toute la partie management. Finalement, le gros intérêt d'une base de données managée, c'est de se dire je n'ai qu'à gérer ma donnée, tout le reste finalement, c'est mon cloud provider qui va le gérer pour moi. Et donc en l'occurrence Azure. Donc une des solutions, parce qu'en fait sur Postgre on a plusieurs offres disponibles sur Azure. La première qui est, on va dire, l'offre de standard, on va appeler ça Postgre Flexible Server, qui est finalement une infrastructure standard, une machine virtuelle Linux avec une machine sur Azure et mon PostgreSQL que je peux faire évoluer scaler en rajoutant des ressources verticalement. On va avoir une offre aussi sur Arc. Donc si vous voulez avoir un cloud hybride avec une partie plutôt on-prem, une partie dans le cloud, vous pouvez avoir Postgre sur Arc. Et on a donc annoncé récemment à Ignite, donc il y a un mois maintenant, Postgre sur Cosmos DB. Donc pour ceux qui ne connaissent pas Cosmos DB, c'est en gros la plateforme NoSQL distribuée sur Azure, sur lesquels on va exposer, donc on a une infrastructure de base de données distribuée sur laquelle on expose un certain nombre d'API. Et donc on a mergé finalement notre offre PostgreSQL qui était appelée Hyperscale à l'époque, qui est un Postgre distribué, avec l'infrastructure de Cosmos DB. L'intérêt de faire ça, c'est que globalement on va bénéficier donc du layer de stockage de Cosmos et de ses capacités de géoréplication, qui est un des points forts de cette plateforme, qui est la capacité de dire j'ai besoin en fait de pouvoir déployer des instances dans différentes régions Azure. Je vais le faire simplement depuis mon portail et le système va gérer automatiquement la synchronisation entre mes différentes régions. On va avoir également, puisque c'est un Postgre distribué, des performances plus importantes parce qu'on va pouvoir en fait distribuer ces requêtes sur un ensemble de serveurs en parallèle. On peut exercer différents types ou utiliser ces plateformes pour différents types de workloads, que ce soit plus du transactionnel ou plus de l'analytique. Mais surtout, et peut-être le point le plus important, c'est pas un fork de Postgre.
Donc ça reste Postgre open source, ce qui veut dire que vous avez toutes les fonctionnalités de Postgre disponibles en version communautaire sur le marché qui vont être accessibles dans cette version. Ça veut dire aussi que quand on parle de lock-in, typiquement souvent c'est une des objections qu'on peut avoir, vous ne serez pas locké ni sur un éditeur ni sur un cloud provider parce qu'il vous suffit, si demain vous n'êtes pas satisfait de l'usage sur Azure, de dire bah, j'ai une autre instance à côté avec les mêmes versions, je vais juste bouger mes données sur cette autre instance, connecter mon application dessus, ça fonctionnera de la même façon, sans autre problématique. Et un des points également importants, c'est le fait qu'on utilise donc, la version open source signifie qu'on est capable de mettre à disposition de nos clients, un jour après la release officielle de Postgre, la nouvelle version directement sur notre service manager. Donc les clients qui veulent suivre au plus près en fait, les évolutions du produit vont avoir accès directement, tout de suite, dès la release, en fait, aux nouvelles fonctionnalités des dernières versions de Postgre. Et en fait, si on peut voir par rapport à certains concurrents, on a quand même des temps d'adaptation qui sont plus ou moins importants, parce que généralement, ce n'est pas la version open source, c'est plutôt un fork qui demande forcément du travail de réingénierie. Donc, si je me focus un peu donc, sur PostgreSQL sur Cosmos DB. L'intérêt de cette plateforme, c'est que vous pouvez commencer petit. Donc c'était aussi un des gros intérêts de Cosmos, c'est que vu que c'est une plateforme qui scale de façon quasi instantanée et automatique, vous pouvez commencer avec un petit workload et après rajouter des ressources automatiques, enfin le système le fera automatiquement. Dans le cas de Postgre, en fait, on peut commencer sur un mode single node, juste un serveur, parce qu'on n'est pas sûr de son workload encore, donc on veut tester et puis voir ensuite l'évolution. Et ensuite, on peut simplement passer sans avoir à faire aucune modification applicative et sans avoir non plus aucun temps d'interruption pour son application, sur une version distribuée sur plusieurs nœuds. On va être capable également de pouvoir répliquer donc, ces données de façon géodistribuée. Donc on va pouvoir sélectionner les régions sur lesquelles on veut avoir à disposition des instances de Postgre et le système va gérer automatiquement la synchronisation entre ces différentes instances. Et ce qui permet également de pouvoir mettre en place ce qu'on appelle du disaster recovery, donc une instance de stand-by, on va dire, de disaster recovery. Parce que même si dans Azure, vous allez trouver en fait toutes les capacités et les garanties de haute disponibilité ou de résilience, notamment avec les backups, qui peuvent être géo-redondants, zone redondants, le fait d'avoir une instance qui soit disponible tout de suite à côté, permet d'avoir un temps d'interruption bien sûr beaucoup moins important et juste avoir à switcher finalement sa chaîne de connexion au niveau applicatif pour pouvoir tout de suite accéder à ces données les plus récentes. Et c'est ce qu'on va appeler les read replicas. En gros, c'est des instances qui sont en lecture seule, qui sont disponibles à côté. Pour ceux qui sont déjà familiers de Citus, donc Citus était Postgre Hyperscale, qui était donc une compagnie qu'on avait acquis chez Microsoft il y a quelques années. Il y a une terminologie spécifique pour ce type de solution Postgre. Donc le coordinateur, qui est le nœud principal en fait, dans lequel on va stocker plutôt les métadonnées et qui va être utilisé également lorsqu'on est en mode single node. Les worker nodes, qui sont finalement des nœuds qu'on va rajouter pour distribuer sa donnée et donc scaler son workload. Les shards, qui sont un découpage finalement de ces tables en petits morceaux qui sont ensuite stockés sur les différents worker nodes. Le process de sharding qui finalement va également juste distribuer les données sur les différents nodes. Et puis en utilisant ce qu'on appelle une clé de distribution, donc qui est quelque chose qu'on doit définir au niveau de sa table distribuée pour dire au système comment stocker ces données sur les différents shards. Donc juste pour vous montrer rapidement comment passer d'un mode single à un mode plutôt multinode. Déjà, le mode single, vous avez accès à toutes les capacités du système. Donc ça veut dire que, de toute façon, c'est le Postgre open source. Vous pouvez déjà scaler votre nœud, donc vous n'êtes pas forcément obligé de passer tout de suite sur un mode distribué en fonction de vos besoins. C'est finalement une machine virtuelle sur laquelle vous pouvez adapter les ressources, mettre plus de CPU, plus de mémoire, plus de stockage, baisser, monter. Vous aurez de la haute disponibilité dans la plateforme, ça c'est natif, la sécurité avec la gestion des accès, la capacité de pouvoir créer des read replicas et donc de mettre en place la géoréplication.
Mais le point, c'est que même si vous êtes en mode single node, parce que vous avez déjà une prévision potentiellement d'avoir une application ou des services qui vont être amenés à croître, vous pouvez déjà commencer à définir un modèle de données distribué, même sur un mode single node. Ce qui veut dire qu'après, il n'y a aucun impact même au niveau de votre donnée, parce que la donnée sera déjà préformatée pour être distribuée, même sur un mode single node. Et après, lorsque vous êtes prêt finalement à passer à l'étape suivante et que vous avez ce besoin de distribution qui va se manifester, vous avez deux étapes simples pour implémenter cette distribution. Dans le portail, vous rajoutez des worker nodes, quelques clics, et ensuite, vous faites un déplacement de la donnée de votre nœud coordinateur vers ces worker nodes. Mais ça, c'est le système qui le gère automatiquement. Ce qui fait que vous avez 0 temps d'interruption au niveau applicatif. Et c'est quelque chose que je vais vous montrer dans une petite vidéo très rapide. Et vous continuez à bénéficier de toutes les capacités que vous aviez en termes de haute disponibilité, en termes de géoréplication. Aucun changement applicatif non plus. Donc ça reste la même instance de base de données, sauf qu'une fois elle était en single node, la fois d'après elle passe en multinode géo, plutôt distribué. Mais l'application, elle connaît juste une instance de base de données. Et là, vous allez pouvoir bénéficier de performances avancées d'un système distribué dans un ensemble de ressources. Parce que finalement, vous allez pouvoir bénéficier de la performance et de la puissance de plusieurs serveurs en parallèle au lieu d'un seul serveur. Donc c'est ce qu'on voit ici globalement. C'est à gauche, on a le single node où on va avoir juste un nœud coordinateur où on va stocker également les données dedans, de sa base. Et puis ensuite, on va passer en mode multinode où le coordinateur va reprendre son rôle de coordinateur et finalement ne va plus stocker que les données, les métadonnées de son cluster. Et puis les worker nodes sur lesquels les différents shards vont être distribués. Donc, je ne sais pas si la vidéo se lance toute seule par contre. Voilà. Donc là, ce qu'on voit dans cette vidéo, en gros, c'est... Ici, il y a la partie gauche aussi. C'est comment est-ce qu'on va passer d'un mode single node à un mode multinode. Alors, on a déjà créé les worker nodes au niveau du portail. Donc là, on a 2 worker nodes qui sont disponibles. Et on voit qu'on n'a pas de shards, par contre, qui sont disponibles. Donc pour l'instant, la base, elle n'est pas distribuée. Ensuite, on va donc commencer à regarder, à vérifier combien on a de données. Et on va lancer à côté une application qui va faire de l'insertion de données. Donc là, c'est juste pour vous montrer, voilà, pour l'instant, on a ce montant de données. On voit que là, lorsqu'on fait un explain pour avoir le détail en fait, d'exécution des requêtes, on n'a que 2 workers qui sont atteints. On n'a pas la notion de shard. Et là, on a une application à côté qui commence à faire de l'insertion de données. Et donc, on va voir que la donnée, ça commence à croître dans la base. Et ensuite, on va exécuter une commande côté Postgre qui va donc créer cette table distribuée en spécifiant juste la clé de partitionnement ou la clé de distribution sur notre table. Donc, on voit qu'à côté, l'application, même si on a pu remarquer une petite latence à un moment donné, l'application a continué à tourner. Il n'y a pas d'erreur. Et on voit que finalement, là, on a les shards qui ont été instanciés. Donc par défaut, en fait, on va créer 32 shards. C'est quelque chose qu'on peut configurer. Et ces 32 shards vont être distribués sur les 2 worker nodes. Et là, on voit que le nombre en fait, d'enregistrements dans la table continue d'augmenter. Et ce qu'on peut voir maintenant lorsqu'on fait le chemin d'exécution, c'est que on a maintenant 32 shards sur lesquels on a exécuté nos requêtes pour récupérer le count. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose de très simple à faire, sans aucun impact pour l'application. Le deuxième point, qui est la partie plutôt géodistribution ou géoréplication, qui se base en fait sur la notion de read replica. Donc les read replica, c'est mettre en place en fait dans la même région ou dans une autre région une instance de Postgre qui va être synchronisée automatiquement avec l'instance principale, mais qui n'est accessible qu'en lecture. L'intérêt, c'est de se dire, potentiellement, je peux avoir différents types de workload. Workload transactionnel, workload analytique. Et quand je vais exécuter mon workload analytique, ou je vais faire du reporting, ou faire des cubes, ou quoi que ce soit, je ne veux pas impacter les performances de mes clients sur le workload transactionnel. Donc je vais avoir à côté une instance indépendante avec sa propre chaîne de connexion, sur laquelle donc, je peux accéder directement, et qui va se synchroniser avec mon instance principale, et sur laquelle également je peux avoir une configuration différente. Donc si je sais que je fais de l'analytique assez poussée, j'ai besoin de beaucoup de mémoire, beaucoup de ressources, beaucoup de compute, globalement, je vais pouvoir en fait configurer différemment cette instance.
Et ensuite, le système va automatiquement synchroniser donc, les données, encore une fois. Je peux avoir un certain nombre de réplicas, maximum 5, ce qui est déjà pas mal. Et c'est transparent. Donc après, un des intérêts également de cette géoréplication, c'est qu'à un moment donné, on peut élire une série de réplicas pour devenir le réplica principal. Donc avant, je voulais juste vous montrer aussi encore une vidéo rapide sur quel est l'intérêt finalement de pouvoir colocaliser ces bases de données avec son application. Parce que ça peut être aussi un des cas d'usage de dire je vais mettre au plus près de mes clients, si c'est de la lecture, seul mes data. Comme ça, mon application de client plus ma base de données colocalisée dans la même région, voire idéalement dans la même zone de disponibilité, va me permettre de pouvoir optimiser mes performances. Et donc va me permettre de pouvoir optimiser la latence. Parce que forcément, derrière, il y a de la physique. Donc plus votre instance de base de données est loin de votre application, plus la latence entre les deux, le temps de réponse pour faire l'aller-retour, va être important. Et donc dans cet exemple, en fait, on a une application qui est côté Western Europe. On a l'instance principale qui était côté US. On peut voir que le temps de réponse, le temps d'exécution autour des 90 millisecondes. Et quand on fait la même chose sur notre read replica qu'on a déployé côté Europe, Western Europe, on voit qu'on est sur des temps d'exécution qui sont très faibles, de l'ordre de moins de la milliseconde. Donc c'est vraiment un des cas d'usage principaux qui va être de dire je veux améliorer les performances, je veux améliorer l'expérience client. Les autres cas d'usage, ça va être potentiellement, donc on en avait parlé, de faire du disaster recovery. Donc j'ai mon instance synchronisée. Vu que cette instance, je peux les lire à un moment donné comme principale, je peux l'utiliser donc en tant que stand-by dans une région tierce. Et si jamais j'ai un problème avec ma région principale, j'ai juste à donc élire mon instance read replica en tant que région principale, changer la chaîne de connexion dans mon application, puisqu'elle a une chaîne de connexion propre, et ensuite mon application fonctionne. Et on n'est pas dépendant en fait de la nécessité de devoir restaurer un backup qui peut prendre plus ou moins de temps en fonction de la taille des données. L'autre cas d'usage, ça peut être également le fait de déplacer potentiellement des données d'une région à une autre en utilisant le système de synchronisation du système sans avoir à vous-même faire un export, un import ou utiliser un système tierce pour pouvoir synchroniser mes données sur une autre région. Là, j'utilise juste un read replica. Une fois qu'il est synchronisé, j'ai juste à l'utiliser comme base principale. Voilà, juste pour résumer ce qu'on peut voir avec Postgres sur Cosmos, une solution qui est scalable et distribuée, et donc cette capacité de pouvoir passer d'un mode simple à un mode distribué sans temps d'interruption, la géodistribution ou géoréplication de ma donnée, et puis la capacité de pouvoir mettre en place des instances de disaster recovery. Maintenant, un autre sujet, c'est également cette notion de migration. Donc dans Azure, on a pas mal de tooling, parce que finalement, on va se retrouver généralement dans ce cas de figure où on a des clients qui sont aujourd'hui soit sur des infrastructures on-prem, soit déjà sur du cloud, mais plutôt sur du IaaS, et qui veulent bouger vers des instances managées, encore une fois pour pouvoir réduire l'effort de maintenance et l'effort de gestion de leurs environnements. Et donc on va se retrouver dans deux cas de figure, soit des clients qui sont aujourd'hui déjà utilisateurs de solutions open source, et dans ces cas-là, en fonction du type de workload qu'on va avoir derrière, on aura la possibilité de proposer l'une ou l'autre des solutions. Soit des clients qui sont, donc comme on en parlait tout à l'heure, la partie plutôt Oracle, mais ça peut être de l'IBM, ça peut être du SQL, ça peut être Enterprise DB dans ce cas présent, différentes solutions, et qui décident, pour X raisons, de sortir de cette solution existante et passer vers du Postgre. Là, encore une fois, on aurait pu le mettre sur deux arbres également, tout va dépendre finalement du type de workload, et on va pousser finalement la solution qui sera la mieux adaptée. Est-ce que c'est plus de l'OLAP? Est-ce que c'est plus de l'OLTP? Est-ce que c'est du gros volume de données? Est-ce qu'il y a un besoin de performance, de géoréplication? Voilà, différents éléments qui vont vous faire choisir l'une ou l'autre solution. Mais dans tous les cas de figure, on a donc un ensemble de tooling sur Azure qui vous permettent de pouvoir effectuer ces migrations. Et un de ces outils, c'est le Database Migration Service, qui est intéressant dans le sens où déjà il est compatible avec un ensemble de sources plutôt variées, et également parce qu'il vous permet d'avoir deux types de migration. Donc déjà, il va se gérer toute la partie assessment. Donc lorsque vous le branchez sur votre source de données, il va pouvoir analyser vos schémas de migration, vous donner les compatibilités ou incompatibilités,
Et puis après, il est capable de charger de la migration vers différentes destinations. Donc aujourd'hui, on va supporter principalement SQL, les bases OSS et Cosmos. Mais pour cette partie migration, il peut le faire soit en mode offline. Donc certains clients qui vont avoir, qui n'ont pas de criticité particulière au moment de la migration, des environnements de développement, de test ou des petites bases qui ne sont pas critiques, ils peuvent accepter d'avoir un temps d'interruption au niveau applicatif. Donc DMS peut le faire. Ou alors, certains clients vont avoir des besoins, ont des besoins de criticité et ne peuvent pas se permettre un temps d'interruption au niveau de leur applicatif ou de leur base. Et dans ces cas-là, DMS a la capacité de pouvoir effectuer une migration au fil de l'eau. Et donc, en gros, il va synchroniser et répliquer en temps réel votre source et votre destination jusqu'au moment où vous décidez de faire le switch sur la nouvelle destination de vos données. Donc, on a deux modes de fonctionnement, on a deux offres finalement, la partie standard, la partie premium. Ce qui est intéressant, c'est que les deux sont gratuites. Après, la premium, elle est juste, à partir d'un certain temps, elle peut devenir payante. Mais voilà, en comparaison avec certains compétiteurs, on n'a pas de coût particulier. Et après, on a différents encore. Donc ça, c'est un des outils qu'on peut proposer pour cette partie de migration. Après, on a différentes offres qui sont également disponibles en fonction de vos sources. Donc voilà, je pense que je suis juste dans les temps. Juste pour finir, le dernier mot, construisez le plus possible vos applications sur Azure. Vous avez toutes les outils à disposition, toutes les bases de données qui sont là disponibles, donc n'hésitez pas. Voilà, merci.